Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce troisième numéro de votre émission Les jeunes s'engagent. Une émission qui met en lumière l'engagement de la jeunesse dans la protection de l'environnement. Le thème du jour est la protection de l'environnement. Comme vous pouvez le constater, nous sommes dans l'espace du bar-restaurant La Route des Vins. Notre invité du jour nous vient de l'ONG Ajeudi. Alors, bonjour monsieur. Bonjour chère madame. Merci d'avoir honoré à notre invitation. C'est à moi de vous remercier pour l'invitation aussi. Nous vous laissons vous présenter. Moi, je suis Sylvain Akati, je viens de l'ONG Ajeudi, comme vous l'avez dit à l'entame de vos propos. Ajeudi, c'est Action des jeunes pour le développement intégral. Nous sommes dans la protection de l'environnement, dans l'économie bleue et dans l'agriculture biologique. Et nous sommes une ONG à caractère national. Ok. Parlez-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans la cause environnementale? Ouais, comme le nom l'indique, effectivement, vous avez dit que les jeunes s'engagent. Effectivement, notre engagement a commencé depuis 2006, quand on était jeunes entrepreneurs. Donc, depuis 2006, vous allez constater qu'il y avait une initiative pour encourager les jeunes qui font l'entrepreneuriat. Et donc, 2006-2007, à partir de 2008, après notre formation sur l'entrepreneuriat, automatiquement on s'est engagé dans l'entrepreneuriat agricole. Parce qu'on s'est dit que l'agriculture est un secteur pourvoyeur d'emplois. Mais au-delà de cela, on voyait les conséquences des changements climatiques sur les populations à la base. Donc ceci nous a amené à dire qu'il faut faire quelque chose. Il faut changer, il faut s'engager à améliorer la couverture végétale. Et c'est ce que nous avons fait depuis 2008 en créant cette ONG qui s'appelle Ajeudi. Au départ, c'était une association et au fil des temps, on s'est formalisé en ONG et nous avons commencé nos activités sur toute l'étendue du territoire. Donc, quels sont les différents domaines dans lesquels l'ONG Ajeudi intervient? Comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, il s'agit tout simplement de faire la protection de l'environnement. Donc, nous sommes dans l'environnement, carrément, dans les changements climatiques, la lutte contre les changements climatiques. Nous sommes aussi dans l'agriculture biologique et nous sommes dans l'économie bleue. Depuis 2016, après la conférence sur la sécurité maritime, organisée par notre pays, le Togo, qui a été un succès pour notre pays. Donc, nous sommes engagés résolument pour aider les pêcheurs à atteindre leur objectif en termes de la pêche artisanale au Togo. Alors, monsieur Akati, qu'entend-on par protection de l'environnement? Lorsqu'on parle de la protection de l'environnement, il faut comprendre par là que tout ce qui est comme l'écosystème dans lequel nous vivons, il faut le protéger. Il faut le protéger comment? Comme je le disais, vous allez constater qu'il y a l'impact de l'homme, c'est-à-dire l'action de l'homme sur ces ressources-là, que ce soit les ressources naturelles, les ressources phoniques ou végétales. Il y a trop de pression. Il y a trop de pression et la couche d'ozone est en voie de destruction totale. Donc il faut faire quelque chose. Il faut protéger. Protéger comment? Donc quand vous prenez au niveau de la gestion durable des ressources naturelles, il y a dégradation. Quand vous prenez au niveau de la gestion durable des terres, il y a dégradation. Quand vous prenez aussi au niveau de la gestion durable des forêts, il y a dégradation. Même au niveau de la sécurisation foncière, il y a problème. Donc, tout ceci nous amène maintenant à dire que, quand il y a problème, ça veut dire que non seulement les terres cultivables sont dégradées, les forêts sont dégradées, les animaux sont en voie de disparition. Il y a certaines espèces aujourd'hui, vous n'allez plus voir ça. Donc, il faut les protéger. En les protégeant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut restaurer les forêts sacrées, par exemple. Il faut restaurer les berges. Il faut restaurer les paysages forestiers. Il faut restaurer les forêts d'une manière générale. Il faut protéger ces écosystèmes-là pour que
l'écosystème redevienne comme avant. Dans ce domaine de la protection de l'environnement, sûrement qu'au sein de votre ONG, vous avez eu à mener des actions sur le terrain. Donc, on aimerait plus en savoir. Oui, dans ces sillages, comme je vous disais, qu'il y avait l'impact des changements climatiques et la vie humaine n'est plus comme avant, que ce soit la vie animale ou c'est celle des végétaux, ce n'est plus comme avant. Donc, c'est ce qui nous a amené à s'engager dans la protection de l'environnement en faisant comment? En faisant du reboisement tout simplement. Parce que vous savez que nos pays n'ont pas beaucoup de capacités ou beaucoup de moyens en termes de mécanisation, mais il faut penser à restaurer tout ce que je vous disais tantôt dans mes propos. Donc, nous avons reboisé et quand vous prenez un peu la préfecture d'Agoye, nous avons reboisé plus de 40 hectares avec un taux de reçu de 90%. Donc, les espèces que nous avons mis autour des berges du fleuve Zior sont les mélinas, sont les kayas et ce sont aussi les colas gigantea. Donc, les 40 hectares que nous avons mis sur les berges, c'était une expérimentation. Mais ça fut un succès aussi en même temps. Et il faut dire aujourd'hui que ce projet-là a fait notre fierté parce que il fallait porter à échelle. Et quand vous allez au nord du pays, nous avons restauré la forêt sacrée de Tidio aussi. Donc là, c'est 12 hectares autour de la forêt sacrée parce que la forêt sacrée était complètement dégradée. Et vous savez que c'est des milieux sensibles, il faut protéger, non seulement par rapport à l'éco-spiritualité, mais il faut aussi protéger ces forêts sacrées qui, où nous mettons l'accent sur ce que vous appelez, pas dans un sens vulgaire, si je peux le dire, sacré, parce qu'on ne rentre pas dans cette forêt n'importe comment. Donc nous avons planté comme ça un peu sur toute l'étendue du territoire pour essayer d'apporter notre pierre à la couverture végétale. À part les activités de reboisement que vous menez sur le terrain, surtout dans la préfecture d'Aguenivé, y a-t-il d'autres activités que vous organisez dans la localité? Oui, il y a bien sûr d'autres activités parce que nous formons les femmes et uniquement que les femmes maraîchères. Quand vous prenez la préfecture d'Agoye, vous savez que cette préfecture, c'est le fleuve Zior longe cette préfecture et vous allez constater que les légumes sortent beaucoup de cette zone-là. Et donc, il fallait renforcer les capacités des femmes maraîchères dans la zone. Et c'est ce que nous avons. Nous avons innové en termes de l'engrais biologique que nous possédons nous-mêmes, que nous apportons les femmes pour les demander de changer les pratiques culturelles. En termes de bonnes pratiques agroécologiques, il faut amener les femmes à cesser un peu des mauvaises pratiques qui sont l'utilisation de l'engrais chimique. Vous savez que l'engrais chimique, son utilisation a des effets néfastes sur la santé humaine. Donc, nous avons formé plus de 500 femmes dans cette zone d'Agoye, notamment les femmes maraîchères, pour les permettre de pratiquer l'agroécologie. Et aujourd'hui, le rendement augmente tout simplement parce que entre ces femmes et notre ONG, il y a un bon langage, on s'est véritablement compris et elles sont aptes maintenant à changer leurs habitudes. Et aujourd'hui, quand vous commencez par utiliser les légumes qui sortent de cette zone, c'est une grande fierté, non seulement pour la préfecture, mais nous travaillons aussi pour les trouver des débouchés pour qu'elles puissent exporter ces légumes-là. Donc, c'est une très bonne chose de la part de ces femmes-là. Quand l'information surtout remonte, on voit que la formation que nous apportons à ces femmes, ce n'est plus rien, mais ça améliore leur productivité et partant de là, leur rendement. Okay. Sur le terrain, comment vous faites la sélection de ces femmes? Soit, disons, une femme désireuse d'intégrer votre association ou d'intégrer au projet des cultures maraîchères. Comment se fait la sélection?
Il faut dire tout simplement que nous avons nos coopératives. Donc, étant donné que nous sommes une ONG, nous organisons aussi ces femmes-là en coopérative pour les amener à se formaliser. Parce que, si vous savez, si vous êtes dans l'informel, vous ne pouvez pas peut-être gagner des crédits. Donc, il faut d'abord les amener à la formalisation des coopératives. Et c'est ce que nous avons fait. Dans cette zone, vous allez constater que nous avons formé plus de 6 coopératives. 6 coopératives. En termes de nombre, vous allez constater dans chaque coopérative, il y aura 30 femmes. 30 femmes de chaque coopérative et au-delà de ceux qui étaient déjà en coopérative. Donc, c'est ces membres-là que nous appelons les membres, les femmes maraîchères de l'ONG à jeudi et elles sont au nombre de 2000. Mais pour le moment, nous avons formé 500 femmes compte tenu de nos capacités financières. Mais nous allons continuer ces formations-là avec l'appui, bien sûr, d'autres partenaires qui seront là dans la zone. Et tout à l'heure, je disais qu'on a planté 40 hectares, mais il faut noter que les 40 hectares sont plantés avec l'appui financier du projet WACA, précis financé par la Banque mondiale à travers l'État togolais qui nous a permis de pouvoir faire ce reboisement-là. Donc, c'est dans ces sillages que nous faisons des formations à ces femmes pour les amener à être en groupe d'abord et après, s'ils sont en groupe bien formé, coopérative, la formation, la sélection serait très facile. Donc, ces femmes-là, une femme qui va quitter aujourd'hui pour dire qu'elle va faire la formation, elle va d'abord passer par une coopérative. Donc, elle doit être membre de cette coopérative-là avant d'intégrer dans notre ONG comme membre. Parlons du site Tonkouti dans la préfecture d'Aguenivé. Mais avant de s'y lancer, chers téléspectateurs, ayez un bref aperçu de ce site.
L'ONG Ajeudi, c'est l'action des jeunes pour le développement intégral. Et l'Ajeudi intervient dans 4 actions, genre dans 4 activités. Premièrement, dans l'économie bleue et deuxièmement, dans l'autonomisation économique des femmes et troisièmement, dans l'agriculture bio et quatrièmement, on peut parler de la protection de l'environnement. Donc aujourd'hui, nous sommes venus ici concernant la protection de l'environnement. Donc on est venu ici à Tonukouti pour voir comment l'Ajeudi évolue dans ses activités pour aider les femmes à s'améliorer dans leur activité de revenus. Donc c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. On peut dire que c'était pas un peu facile puisqu'il y avait de l'eau un peu partout, mais bon, on s'est efforcé pour arriver jusqu'à là. On voit que bon, il y a les plans et tout est beau en fait. Eh bien voilà, chers téléspectateurs, l'aventure qu'on a vécue sur le site Tonukouti. Alors, Monsieur Akati, vous nous avez parlé des projets de reboisement que vous avez menés à Gouenivé, dans la préfecture d'Agouenivé et à Kara. Dites-nous, comment vous faites le choix du terrain à reboiser ou de la localité à reboiser? Merci, cher journaliste, pour la question. Elle est très pertinente parce que vous savez que si vous n'avez pas bien fait le choix des sites, ça serait catastrophe. Mais nous sommes partis sur les critères de sensibilité. Donc vous allez voir qu'il y a certaines zones qui sont très sensibles en matière de dégradation. Comme tout à l'heure, je vous disais, lorsqu'on parle de la gestion durable des terres et la gestion durable des forêts, vous allez voir qu'il y a certaines zones qui sont complètement dégradées. Donc quand vous prenez la zone fluvio-lagunaire, vous allez constater que c'est les berges qui sont dégradées. Quand vous êtes sur les berges de fleuve Zio, vous n'allez pas voir les arbres. C'est-à-dire que c'est complètement dénudé. Donc pourquoi? Tant qu'avant, ce n'était pas ça. Avant, il y avait les arbres. Aujourd'hui, il n'y a absolument pas d'arbres. Donc voilà pourquoi on choisit ces lieux-là où il y a une grande forte dégradation de forêts ou des berges pour pouvoir reboiser. Nous sommes partis aussi sur cette question de l'éco-spiritualité ou l'écoféminisme dans les lieux où je vous parlais du sacré. Vous savez qu'en Afrique, tout est sacré, au fait. Donc, ces forêts sacrées-là, quand elles sont détruites, on va devenir comment? Donc, ces forêts, on pense que c'est sensible, il faut les protéger. Nous protégeons aussi les bordures des aires protégées, tout simplement ce qu'on appelle, vous savez, les aires protégées, c'est ce que l'État dit. Bon, on a protégé compte tenu des animaux ou de quelques critères. On ne doit pas rentrer, on ne doit pas couper les bois dans cette forêt-là. Donc, nous aussi, nous faisons la surveillance forestière, donc le suivi des forêts pour essayer de voir est-ce que les espèces sont disparues ou sont dégradées ou il faut restaurer. Donc, quand vous allez, par exemple, à Mango, où on appelait des fosses aux lions, donc nous avons fait le suivi et vous allez constater que tout est dégradé, tout est dévasté, il n'y a absolument rien. Donc il faut créer des conditions favorables pour que au moins les lions qui étaient à ce niveau-là puissent retrouver leur habitat et revenir. Donc d'une manière holistique, comprenez que le choix des sites que nous reboisons, c'est sur la base de leur sensibilité. Parlons tout de suite, vous avez parlé du suivi. Exactement, on dit souvent qu'on ne peut pas établir un projet sans l'établissement d'une stratégie. Alors, pour suivre les plans que vous avez mis en terre au niveau de ces sites, comment vous faites le suivi de ces plantes? Parce qu'on sait qu'il y a des animaux qui viennent déranger, quelquefois des gens qui viennent faire l'abattage des arbres. Comment vous faites pour protéger ces arbres? Merci pour la question, elle est très pertinente. Effectivement, ce que nous faisons chez nous pour protéger les arbres, c'est d'abord l'intégration du maraîchage au reboisement. Et après, nous avons intégré
aussi l'utilisation de l'engrais bio. Et au-delà de cela, nous faisons les pare-feux. Mais il y a quelque chose qui est innovant qu'il faut constater, c'est l'intégration du maraîchage au reboisement. Parce qu'à chaque fois qu'il y a la plantation, il y a du maraîchage. Donc les feux ne passent plus. Et donc nous avons créé des couloirs de transhumance uniquement pour les bœufs et tous ceux qui font de l'élevage pour que ces transhumants-là ne passent pas dans nos plantations. Donc c'est ce qui nous a aidé à atteindre cette réussite-là de 90%. Mais il faut noter que votre question de stratégie, elle est normale. Comment Agedi se prend sur le terrain pour pouvoir atteindre ses objectifs? Oui, nous avons une stratégie. Notre stratégie, c'est la sensibilisation de bouche à oreille et de porte à porte. Vous voyez, nous, on amène l'homme dans l'action pour lui montrer l'importance de l'arbre aujourd'hui, pour lui montrer l'importance des berges. Parce que quand les berges sont protégées, ça peut amener non seulement des activités génératives de revenus, mais ça peut créer des conditions favorables pour la vie aquatique. Les poissons se reproduisent sur les arbres, donc ça va permettre les poissons-là de se reproduire sur les arbres. Et partant de là, c'est l'homme qui peut trouver de la nourriture à manger. Donc le maraîchage aussi, nous disons que quand le maraîchage est intégré dans le reboisement, ça fait l'agroécologie et ça permet de bien intégrer l'écosystème dans son ensemble. Et partant de là, ni feu de végétation, ni feu de brousse. Et c'est comme ça que nous travaillons partout. Donc nous commençons par mettre l'accent sur l'entretien. Donc l'entretien en intégrant le maraîchage là au reboisement et en intégrant l'utilisation de l'engrais bio pour la régénération, pour la restauration complète des berges et des forêts. Si par mégarde, un animal rentrait dans l'espace reboisé ou protégé, quelles sont les stratégies ou bien quelle action vous menez contre les propriétaires de ces animaux? Ah oui, il y a les amendes, il y a d'abord les amendes et on ne rentre pas n'importe comment puisqu'il y a eu en amont des sensibilisations pour dire que il y a reboisement. Par exemple, cette année, nous voulons reboiser plus de 115 hectares. Donc, les sensibilisations ont déjà commencé avec les acteurs locaux. Donc, après ces acteurs locaux, nous allons faire la sensibilisation avec les transhumants et avec les utilisateurs, les usagers du site. Donc, étant dit que tout le monde est sensibilisé, mais lorsque quelqu'un dérape au-delà de ces sensibilisations pour faire une action qui est criminelle, je peux le dire, parce que vous savez que d'autres sont contre le reboisement, tout simplement par rapport à leur action. Parce qu'il se dit que moi, c'est là où je travaille pour manger, vous allez venir planter, qu'est-ce que vous nous faites? C'est pourquoi nous cherchons des alternatives. Donc, quand quelqu'un arrache les arbres ou fait rentrer les bêtes par esprit de criminalité, il a des amendes. Donc, on lui convoque à la préfecture ou à la mairie et on lui sanctionne. Et partant de là, je crois que ces mauvaises pratiques-là commencent par cesser quand même dans notre zone. Et nous sommes fiers aujourd'hui des résultats que vous voyez. Nous venons tout de suite de suivre la belle aventure sur le site Tonkouti. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qu'actuellement vous êtes satisfait du reboisement que vous avez fait, de l'intégration de la culture maraîchère que vous avez fait aussi sur le terrain? Oui, très satisfait, madame. Ça, on ne peut pas dire plus satisfait que ce que vous avez vu. Vous avez montré un peu ce que vous êtes venu voir sur le terrain. Vous avez vu. Et être satisfait, ce n'est pas nous-mêmes qui le disons, mais nous avons une évaluation de la Banque mondiale qui a fait ressortir le taux de succès au-delà de 90%. Donc la satisfaction, elle est totale, elle est normale. Et quand vous prenez aussi d'autres acteurs comme la préfecture ou la mairie, tous les acteurs sont venus sur le site et évaluer point par point pour voir effectivement qu'est-ce que Agedi a fait. Et ils ont vraiment, quand vous prenez notre registre, tous les jours il y a des passages des autorités, c'est des félicitations seulement. Donc ça démontre aussi cette satisfaction dont vous êtes en train de parler. Et nous sommes fiers quand les gens viennent nous encourager de cette manière. Quand vous prenez le côté de maraîchage, nous sommes satisfaits parce que
sur les 2000 femmes, au moins 500 femmes sont formées et le rendement augmente. Donc, quand le rendement augmente, au-delà de ce rendement-là, je crois que certains partenaires sont venus nous voir qu'à cause de l'augmentation de taux de production, ils vont essayer de nous aider à avoir une unité de production. Donc, ce qui montre que la satisfaction, elle est normale. Parce que vous savez, dans cette zone, d'autres ONG sont venus, ils n'ont pas pu atteindre même 5% de taux de réussite. Et si nous avons fait cet effort pour aller jusqu'à 90% de taux de réussite, madame, je pense que c'est toute une satisfaction totale. Et avec ce partenariat que vous avez avec les femmes qui pratiquent de la culture maraîchère, est-ce que c'est un partenariat gagnant-gagnant, c'est-à-dire après la récolte de ces légumes, vous gagnez une partie ou ça les revient totalement? Non, c'est pour eux, c'est leur production. Nous, on fait comment? Étant dit que nous sommes une ONG, notre esprit, c'est de faire sortir les populations de leur précarité. Vous savez, notre ONG s'est engagée résolument à accompagner l'État, dans l'atteinte de ces objectifs-là. Et donc, c'est pour dire que là où l'État ne peut pas aller, nous, ONG, nous allons là-bas pour essayer d'aider les populations. Et quand vous descendez dans la zone fluvio-lagunaire d'Agoye, vous allez constater que le rendement n'était pas comme il fallait. Donc, il fallait trouver une stratégie, il fallait rencontrer les populations, les écouter, qu'est-ce qui ne va pas. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, nous, quand on veut aller quelque part pour travailler, on passe par une consultation des populations. C'est ce que nous appelons chez nous. Consultation des populations. On regroupe les populations pour identifier, pour faire un diagnostic, une étude diagnostique des besoins de ces populations-là. Et c'est les populations elles-mêmes qui nous dictent ce que nous devons faire. Et quand on fait ça, vous allez voir que la satisfaction est totale parce que ça provient des populations. Donc, à demain, ou bien correct, comme vous l'appelez, on l'appelle scientifiquement, quand les femmes font des légumes, c'est pour elles. Nous, notre ONG est venue tout simplement pour accompagner ces femmes-là et atteindre leurs objectifs en termes de productivité et en termes de commercialisation. Parce que lorsqu'on vend ces légumes-là et la femme trouve l'argent, c'est toute la famille qui est satisfaite. Parce que vous savez que là où la femme se trouve, il y a la paix, il y a du bien. Donc, lorsque ces femmes-là trouvent des légumes, elles vendent, la pauvreté finit. La pauvreté, les enfants sont à l'école, très bien, à l'aise, les enfants mangent aussi très bien. Et la femme peut trouver de l'argent pour amener les enfants à l'hôpital. Et pour elle-même, quand la femme veut accoucher, elle peut aller à l'hôpital sans aucun problème. Donc voilà, aujourd'hui, notre accompagnement s'arrête au niveau de l'amélioration de la productivité. Et lorsque le rendement est sorti, c'est pour la femme. Parlons maintenant des plants que vous avez mis en terre. Quelles sont les différentes espèces que vous avez reboisées? Je l'avais déjà dit quand j'ai pris la parole premièrement pour dire que les 40 hectares que nous avons reboisés, c'est sous l'accompagnement, sous l'appui financier du projet WACA. Mais dans ces 40 hectares, vous allez constater que nous avons reboisé les mélinas, les kayas et les collages cactéa. Parce que compte tenu de notre zone, il y a eu une étude, je peux le dire, pour l'impact environnemental ou socio-environnemental. Et cette étude a démontré de mettre certaines espèces sur les berges. Parce que vous savez que lorsqu'on parle des berges, c'est des zones où il y a plus la présence des inondations ou la présence de la sécheresse. Si vous ne savez pas faire tout à l'heure, il y a la sécheresse. Mais si au même moment aussi, quand vous êtes venu sur le terrain, vous allez constater que il n'y avait absolument pas de l'eau ailleurs, mais lorsqu'on est arrivé sur le terrain, il y avait de l'eau. Et vous savez, nous tous, on avait nagé dans l'eau, mais c'était une belle aventure parce que c'est ce qu'on appelle les berges, c'est ça leur spécificité. Et quelles sont les différentes difficultés que vous avez rencontrées dans la réalisation de ce projet? Ouais, ça c'est vraiment, je suis très fier que vous posez cette question. Il faut dire que
on ne peut pas mener une telle action sans difficulté. Mais chez nous, c'est terrible. Madame, c'est très terrible parce que quand vous prenez les berges, je vous ai dit, vous pouvez reboiser aujourd'hui, partir demain, vous allez trouver de l'eau. Ou bien vous pouvez pas reboiser aujourd'hui, demain, il n'y a pas de l'eau. Et pour reboiser sur une berge et vous atteignez 50% de taux de réussite, il faut acclamer. Mais c'est compliqué. Les difficultés d'abord sont d'ordre pluviométrique, comme je vous ai dit. Quand vous arrivez, c'est l'inondation. Ou soit quand vous arrivez, c'est la sécheresse. Vous allez faire comment? Donc, des fois, il faut utiliser les motopompes pour arroser. C'est une difficulté. Des fois, on a des problèmes de main-d'œuvre. Comme le travail est difficile, les gens ne veulent pas travailler. Donc, on va faire comment? Donc, on se retrouve seul. On dit que ce travail-là, est-ce qu'on peut? Donc, c'est notre engagement même. C'est ça qui démontre notre réel engagement parce que nous voulons accompagner l'État non seulement à atteindre l'objectif décennal de 1 milliard d'arbres, mais nous sommes engagés aussi à ce qu'il y ait une bonne couverture végétale au Togo. Au moins atteindre les 25% de taux de couverture d'ici 2030 au Togo. Et l'État est en train de faire des efforts et que nous-mêmes, en tant qu'ONG, nous voyons ça. Et quand l'État fait ces efforts-là, que nous voyons que c'est bon, nous aussi, on ne peut pas rester les bras croisés. Il faut être derrière l'État, accompagner l'État et à l'aider à atteindre les objectifs qu'il a fixés dans sa feuille de route gouvernementale. Okay. Vous avez eu à dire tout de suite que vous êtes accompagné par le projet WACA. Y a-t-il d'autres projets qui vous accompagnent ou d'autres ONG qui vous accompagnent dans cette lutte pour la protection de l'environnement? Oui, le projet WACA, vous savez que c'est un grand projet ouest-africain qui est arrivé, qui a quitté Côte d'Ivoire jusqu'à Sénégal en passant par notre pays, le Togo et le Bénin. Et donc, l'objectif de ce projet, c'est la protection côtière. Mais on ne peut pas dire qu'on fait, parce que vous savez qu'il y a trop de dégradation. Donc, je vais parler de l'érosion côtière. Chaque année, la mer ronge les côtes de 5 mètres. Donc, ça aussi, on n'a pas parlé dans cette émission, mais c'est des phénomènes qui font que nous voyons les impacts des changements climatiques. Donc, 5 mètres par an, ça veut dire que dans 10 ans, Aného est sous l'eau, par exemple. Et donc, l'idée du projet, c'était de protéger les côtes. Mais on ne peut pas protéger les côtes et laisser aussi ce que nous appelons les sous-projets qui sont dans la zone fluvio-lagunaire. Parce que lorsqu'on parle de la côte, il y a les lagunes, il y a les lacs, il y a les bassins d'eau. Donc c'est ça, ils ont pensé accompagner aussi ceux qui sont sur les berges. Et c'est là-bas que, avec l'appel à manifestation, nous avons gagné ce projet-là à hauteur de 66 millions et que nous avons implémenté avec succès. Et donc d'autres ONG viennent nous voir. Je crois qu'il y a la FAO, le RC4. Il y a RC4 qui veut protéger aussi les berges qui ont les mêmes objectifs que WACA, mais qui sont plus orientés vers la protection des berges, qui sont venus aussi nous voir, qui veulent nous accompagner. Il y a l'AFD, l'Agence française de développement aussi, qui veut accompagner la protection des berges. Comme je vous disais tantôt, que la problématique des berges, est un grand problème, c'est très sensible. Donc il faut aller aider à atteindre ces objectifs. Et nous profitons de votre panel là pour lancer un appel à tous les acteurs et à tous les partenaires financiers qui veulent nous accompagner. Nous avons plus de 500 hectares dans la zone. Ils n'ont qu'à venir nous accompagner pour que nous puissions restaurer complètement cette zone-là, pour qu'on ait une verdure normale dans la préfecture d'Aguaï. Ok. Est-ce que vous avez encore d'autres projets en cours? Oui, nous avons des projets en cours, comme je vous ai dit. Ça, vous voulez parler des perspectives, bien sûr. Mais cette année, nous allons reboiser 15 hectares. Donc, nous allons commencer en septembre, compte tenu des inondations dans la zone. Donc, nous allons démarrer en septembre. Mais les préalables sont en cours d'être réalisés. Quand vous prenez les sensibilisations des autorités, je vous ai dit, c'est déjà fait. Quand vous prenez la sensibilisation des populations, déjà fait. Nous avons commencé
par apporter des plans, l'achat des plans que nous avons amené un peu sur le terrain. Donc il reste maintenant à régler quelque chose avec le projet Waka et nous allons démarrer véritablement en septembre. Donc d'autres projets comme RC4 aussi qui est là et on va faire une expérimentation avec eux. Et à Kara, nous avons déjà reboisé. À Kara, nous avons 100 hectares dans le canton de Landa, commune Kouza 3. Donc actuellement, nous avons déjà reboisé 10 000 plants. Donc dans la forêt sacrée, à Landa et à Lassa où nous allons reboiser. Donc au total, comprenez tout simplement que ça serait 10 000 plants vers le nord que nous allons restaurer cette année. Vu les projets déjà réalisés et ceux en cours, est-ce que vous êtes accompagné par le gouvernement, plus précisément le ministère de l'Environnement? Ouais, le ministère, tout ce que je vous citais là, c'est le chef de file même, c'est le ministère de l'Environnement, en tout cas que nous profitons pour remercier et féliciter au même moment, parce que ce ministère, bon, peut-être pour ne pas faire la politique, parce que quand vous avez des hommes où il faut les placer à la place où il faut, ça marche. Donc, mais nous avons constaté qu'avec l'arrivée du ministre Coulibaly, tout bouge bien, ça bouge correctement. Ça bouge et c'est ce que vous voyez sur le terrain. Cette année, je crois que l'objectif, c'est 14 millions d'arbres à mettre en terre. Nous sommes là aussi, derrière, avec eux, derrière le ministère, à l'accompagner, à atteindre ces missions. Donc, nous sommes bien et belle accompagnés par le gouvernement dans toutes les actions que je vous cite là. C'est en aval, c'est le gouvernement qui met en place les mécanismes de financement et que nous postulons pour gagner ces financements-là et aider à atteindre les objectifs. Donc, chapeau au ministère de l'Environnement, chapeau à Projet Waka, chapeau à d'autres partenaires qui ne sont pas encore arrivés et qui sont prêts à nous accompagner. Et chapeau aussi à votre télévision qui nous a ouvert les portes, grandiosement les portes de pouvoir partager notre expérience sur le terrain avec vous. Ok, nous aimerions savoir comment vous sont octroyées les terres sur lesquelles vous reboisez. La sécurisation foncière, bien sûr, parce que aujourd'hui, la terre n'appartient pas à l'État dans notre pays. Donc, vous allez constater que la terre appartient aux collectivités locales. Donc, quand vous allez quelque part pour reboiser, ça va poser problème. Mais nous avons fait le choix de reboiser les berges. Parce que vous savez que sur les berges, 100 mètres de chaque berge appartient à l'État. Donc, ça ne pose pas de problème. Donc, c'est sur les réserves de l'État que nous sommes en train de reboiser. Mais dans d'autres localités, nous discutons. Ça, c'est pourquoi je vous parlais de la sécurisation foncière. C'est un grand problème dans notre pays. Donc, il faut d'abord discuter avec les propriétaires terrains, avoir la délimitation consensuelle de ces terrains-là avant de commencer le reboisement. Donc, nous discutons en amont avec les populations pour nous permettre d'avoir la même mise sur la terre avant de commencer. Sinon, on ne peut pas. Donc, partout où nous arrivons, nous faisons les consultations avec les populations pour délimiter les terrains. Ils mettent ces surfaces-là, ces superficies. Si c'est 2 hectares, 3 hectares, 4 hectares, 5 hectares, 10 hectares, 100 hectares, nous tous, on délimite le terrain avant qu'on commence le travail. Quand vous prenez l'exemple de Landa, l'année passée, on était déjà à Landa où nous avons délimité les 100 hectares autour de la forêt sacrée de Landa avec les populations. Et cette année, nous avons commencé le reboisement. Donc, nous avons déjà reboisé 5 hectares cette année. Et c'est comme ça que nous allons reboiser jusqu'à finir les 100 hectares. Mais nous pensons aussi que dans cette partie du Nord Togo, d'autres partenaires viendront nous accompagner, comme le projet Terre Aride qui est là, qui va nous accompagner l'année prochaine à reboiser au moins 20 à 50 hectares en même temps pour améliorer la couverture végétale au Togo. Ok. Monsieur Akati, nous sommes à la fin de cette émission. Quel message avez-vous à la jeunesse du monde entier, plus particulièrement la jeunesse togolaise, pour les inciter à s'engager de plus en plus en faveur de la protection de l'environnement?
Le seul message que j'ai l'habitude de donner à l'endroit de la jeunesse togolaise, c'est simple. C'est la terre. Nous avons la terre. Et les jeunes sont à la maison. Moi, je ne comprends pas. Donc, aller vers la terre, il faut aller cultiver. L'agriculture est un secteur pourvoyeur d'emplois. Et c'est ce que nous faisons. Si on s'est engagé depuis 2008 à accompagner l'État, ce n'est pas l'État seul, mais c'est déjà dans l'entrepreneuriat vert. Donc, que chaque jeune, qu'il soit à Lomé, à Kara, à Takpamé, dans les 5 régions, qui se lève pour aller retourner vers le champ. Parce que seule l'agriculture peut sauver le Togo, seule l'agriculture peut sauver l'Afrique, seule l'agriculture peut sauver le monde. Mais au même moment, plantons. Je dis à ces jeunes aussi que même si vous avez la capacité de mettre un plant par terre, même si c'est dans la saison sèche, il faut le faire parce que aujourd'hui, nous ne parlons pas de la priorité par rapport au changement climatique, mais nous parlons d'urgence. C'est urgent pour que tout le monde se lève pour protéger l'environnement, pour lutter contre les changements climatiques et atteindre 1,5 degré Celsius. Parce qu'aujourd'hui, nous avons dépassé 1,5 degré Celsius et c'est grave pour le monde. Okay. Merci, M. Akati. À moi de vous dire merci pour l'invitation et merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis et qui nous suivent actuellement. Et je profite pour remercier à mes collaborateurs de l'ONG AGEDI pour leur accompagnement, pour tout ce qu'ils font, et les membres du CIA de l'ONG AGEDI. C'est sur ces paroles de notre cher invité que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à la directrice, au manager et à tout le personnel du bar-restaurant La Route des Vins. Au revoir et à la prochaine.